Bienvenue à tous à cette édition 2021 de la DocConf. On va être ensemble pour parler du rôle de l'architecture dans des contextes agiles. Donc, je suis Thomas Brien, consultant chez Octo Technologies, j'ai principalement un rôle d'architecte. Et en particulier, actuellement, je suis en contexte dans un grand programme SAFE, donc qui fera l'objet d'ailleurs d'un des deux retours d'expérience qu'on va voir pendant cette conf. On va commencer ensemble à un peu poser ce qu'on imagine ce qu'est l'architecture pour nous, en quoi, en tant qu'architecte, on doit intervenir, on est amené à avoir un apport vis-à-vis des organisations. Et ensuite, on va décliner ces différents apports sur deux retours d'expérience du terrain dans deux organisations agiles mais différentes, avec des dynamiques qui sont différentes. On va rentrer dans le vif du sujet avec un slide d'architecture. Donc ici, on a deux carrés qui sont d'un jaune canari, puisqu'on est à la DocConf, et on aborde les trois aspects principaux qu'on doit traiter en tant qu'architecte, enfin, qui vont émerger dans tous les cas. Premièrement, il y a le composant, notre carré. Qu'est-ce qu'on va mettre dedans? Quel est son périmètre? Quelle est la responsabilité qu'on souhaite lui faire porter? Ensuite, quand on vient l'agrémenter avec un deuxième, on va traiter des échanges, des messages, des modes de communication qui vont interagir, qui seront présents entre ces composants. Et enfin, et chose très importante aussi, c'est la notion de temps. Ce petit sablier qu'on a en haut à droite, c'est que cet embryon de système, il va être amené petit à petit à évoluer. Si on dézoome un petit peu, on a l'impression que très rapidement, nos systèmes d'information peuvent devenir un peu touffus. On a souvent une analogie qui est faite de l'architecte en tant que jardinier, où effectivement, tous ces systèmes-là forment un peu un ensemble mouvant, vivant, qui est amené à pousser de lui-même. Et à ce moment-là, l'apport, l'objectif qu'on peut souhaiter avoir, c'est inciter toutes ces composantes à collaborer de manière fructueuse, et finalement à former un tout, à évoluer ensemble vers un objectif commun. Pour les faire évoluer, bien sûr, ça demande de tenir compte du contexte de chacun. L'environnement d'une fougère ne sera pas celui qu'on souhaite pour un baobab. Donc les spécificités, on doit en tenir compte. Chaque composant, il va évoluer de lui-même, et on va vouloir composer ce jardin-là pour avoir un écosystème, une harmonie, et tendre vers un objectif, vers une intention quand même qu'on a pour ce jardin. Donc le rôle de l'architecte, c'est un peu ça, ce serait d'imprimer à un gros organisme vivant, à une multitude d'organismes, une intention commune. Au sein des deux retours d'expérience qu'on va voir juste après, on balaie 5 types d'apports, 5 facteurs qui, selon nous, ont été portés par des architectes dans ces projets-là. Le premier, c'est l'apport de cohérence. Faire en sorte que chaque partie, chaque individualité forme ce tout, communique de manière efficace, et bien qu'en tenant compte de l'individualité, on arrive vers une mise en commun, vers ce tout. Ensuite, on a l'aide à la décision que peut apporter, qui peut être le rôle de l'architecte. C'est simplement d'être face à des choix, d'identifier qu'un choix mériterait d'être fait, ou faire le choix de ne pas en faire, et donc aider ces décisions-là, aider le système à se diriger. Enfin, il y a des aspects de cadrage, ça qui sont peut-être assez classiques aussi. Tout simplement, c'est réunir un certain contexte pour permettre à une équipe d'avoir une vision claire, une V0 claire, d'où on part, d'où on va faire naître un nouveau composant, pour qu'il puisse évoluer, mais en ayant déjà un pied sur une première marche, en gagnant du temps, en étant efficace là-dessus. Il y a l'expertise ponctuelle, puisque souvent on est amené à avoir des compétences larges, et il s'avère parfois que sans être l'expert du domaine, on se retrouve finalement dans la meilleure posture pour aider nos collègues. Et enfin, il y a le suivi de tout ça dans le temps. Le suivi de l'évolution et la facilitation de rester sur une évolution fluide au cours du temps.
On va donc passer à notre premier retour d'expérience, qui lui traite d'une Digital Factory. On commence par regarder l'organisation en elle-même. On va voir où se placent ces rôles, ces individus qui ont le rôle d'architecte référent dans l'organisation. Et ensuite, on va vraiment prendre des exemples de la vie commune qui illustrent un petit peu les différents apports qu'on vient de balayer ensemble. Donc pour cette Digital Factory, on parle d'une organisation d'une vingtaine d'équipes, plus de 200 personnes. C'est une organisation qui, initialement, s'était fondue dans un framework agile, le framework SAFe. On en reviendra plus tard sur le deuxième retour d'expérience. Mais elle, de par une grande indépendance des équipes qu'elle héberge, finalement, elle a glissé sur une topologie un peu différente. Donc là, on a un diagramme de Team Topologies qui la représente avec des équipes, une vingtaine d'équipes qui sont dédiées à délivrer de la valeur métier. À délivrer, c'est ce qu'on appelle les Streamline Teams dans le jargon Team Topo, qui, elles, ont un objectif métier clair, qui doivent le délivrer, qui forment un tout. Voilà. Et donc on a ces 20 équipes-là qui ont 20 objectifs métiers qui, eux, seront relativement indépendants, bien que des problématiques communes émergent. On a ensuite la partie plateforme. Dans tous nos projets, on a besoin d'une plateforme pour développer, pour déployer, pour livrer la valeur en production. Et donc là aussi, il y a une équipe qui est dédiée au bon fonctionnement de cette usine d'intégration continue, ce qui va permettre, finalement, cette usine logicielle qui va permettre à chaque équipe de packager sa logique métier, de la délivrer en production pour ensuite créer, in fine, en bout de chaîne, cette valeur-là. Enfin, on a ce qu'on appelle complicated subsystems. C'est plutôt des équipes qui vont être fournisseurs, disons livreurs de composants complexes aux autres. Tout simplement quand on est dans un contexte où techniquement on a une complexité forte à adresser, le comment réaliser une fonction complexe est difficile à aborder, peut être très consommateur en temps. Et là, on va en fait essayer de réduire cette complexité avec une équipe dédiée qui la développe, qui la package, et qui va aider les équipes plutôt alignées métier à l'intégrer à leurs propres composants, mais en ayant une interface minime d'intégration entre les deux. Et enfin, on a notre fameuse équipe transverse, un peu goal volant, qui est représentée en violet sur le schéma, et c'est dans cette équipe qu'on va retrouver nos architectes. Ils sont au nombre de 4. Au total, l'équipe est bien plus grande, on parle d'une vingtaine de personnes avec multiples compétences. Il y a des experts en user experience, il y aura des experts sécurité, des coachs agiles, des coachs pour le design. Et cette équipe-là va être très mobile et va venir interagir régulièrement avec l'ensemble des autres équipes. Sur les quelques exemples maintenant d'apports qu'on avait balayés juste précédemment, on va commencer, donc on a reproduit notre petite pâquerette là, en haut à gauche. On va la balayer et sur ce Rex Digital Factory, on va commencer par mettre en évidence l'aspect suivi du système dans le temps, ce dynamisme, cette évolution. Ce qui a été fait sur cette Digital Factory, c'est que dans un premier temps, on a souhaité avoir une mesure simple, mais avoir une mesure homogène sur l'ensemble de ce système, cette grosse organisation qu'on doit suivre, qui était tout bêtement le nombre de déploiements en production. Alors, c'est assez banal, mais finalement, le fait que cette mesure soit parfaitement connue, toutes les équipes ont les mêmes phases de développement, déployées en production pour chacune de ces équipes, c'est la même signification. Donc on est bien en train de comparer la même chose, avec des évolutions qui sont comparables entre équipes. On n'est pas en train de faire un classement du top 10, mais on est en situation de suivre l'ensemble du système et de se faire un avis si peut-être on constate de la friction locale ou de la friction globale. Et ça va d'une part guider l'architecte pour savoir à quel endroit intervenir, à quel endroit potentiellement il faut observer, aller apporter de l'aide. Et cette capacité-là lui permet finalement de porter cette responsabilité d'un système qui évolue sans trop de friction, sans trop de frottement au cours du temps. Notre deuxième illustration, donc cette fois-ci,
c'est pour parler de l'apport de l'architecte en tant à la fois qu'expert ponctuel et que aide à du cadrage, à des définitions de lancement de nouveaux projets, des définitions de cette étape de départ pour me doter d'une nouvelle fonctionnalité, pour me doter d'un nouveau système, d'une nouvelle capacité. Là, on prend l'exemple tout simplement d'un besoin qui a émergé dans cette factory. C'était celui de piloter une sorte de portefeuille énergétique. Alors, on peut imaginer notre portefeuille, on a différentes énergies qui vont rentrer, certaines d'entre elles sont renouvelables, tant mieux. On commence à s'y intéresser fortement parce qu'on est préoccupé par notre futur, tout simplement. Donc elles vont rentrer et d'autres énergies vont être émises. L'objectif ici, c'était de garantir que le différentiel entre les énergies renouvelables qui vont rentrer et celles qui vont sortir n'est pas déficitaire. Donc on n'a pas créé de gâchis, on n'a pas créé d'énergie, entre guillemets, non renouvelable à l'issue des différents traitements métiers qui vont avoir lieu. Donc ici, il y a l'apport d'expertise de l'architecte qui est de dire qu'on a des problèmes de résolution avec des contraintes, probablement qu'il faut se pencher sur des solutions de solver opérationnels. Donc tout simplement une mini-expertise sur qu'est-ce qu'on peut trouver comme solver, qu'est-ce qui peut exister dans ce cas de figure, et une aide à l'équipe pour détourer, pour faire un cadrage, comprendre les aspects essentiels du contexte qui doivent être pris en compte pour faire les premiers choix structurants, les choix de notre V0 pour l'intégration de ce solver-là. En particulier, dans leur contexte, ils avaient pris en compte le nombre de variables, une centaine de variables, un millier de contraintes, le fait que le problème métier était aujourd'hui linéaire, qui permettait donc de se retourner vers un solver open source qui pouvait être intégré. En revanche, en discutant avec les métiers, en ayant connaissance du contexte global, il n'y avait aucune garantie de la pérennité, de la linéarité de ce problème-là au cours du temps. Donc, en fait, pour garantir une évolution lisse, là, il y a un apport aussi de l'architecte pour signifier que ici, on n'a pas des bases solides et probablement il va falloir qu'on paye pour encaisser cette potentielle instabilité de ce problème-là. Et donc, ils ont décidé pas directement d'intégrer le solver du marché, mais plutôt de l'enrober, d'en faire une interface pour que la factory, les autres équipes puissent l'intégrer sans en être trop dépendants, sans être dépendants de cette solution spécifique, pour encaisser les évolutions potentielles futures du métier. On va passer à notre deuxième retour d'expérience, donc le programme SAFE, celui duquel je fais partie en particulier. Et on va aussi balayer son organisation. À la différence de Team Topology, ce framework intègre directement un gros lien entre les équipes. Là où dans notre premier retour, dans notre premier projet, il y a eu un glissement vers quelque chose de plus souple, de plus indépendant entre équipes, ce deuxième contexte, lui, est bien resté sur la méthodologie SAFE, notamment pour garder ce lien. Sur cette carte, en fait, on peut la retrouver dans le site de Scale Agile. On voit tout à droite différentes équipes, différents statuts d'équipe. Donc en bas, il y a les équipes de développement. C'est une équipe qui va vraiment livrer la valeur. On retrouve un petit peu l'équivalent de nos carrés bleus, rouges ou oranges précédemment. Et toutes ces équipes-là, elles vont être accompagnées par une équipe transverse où on retrouve encore une fois nos architectes référents, qui s'appellent là système architecte ou système engineer dans le jargon SAFE. Et on retrouve aussi d'autres rôles, notamment des rôles purement d'aide à la logique de déroulement du train, la livraison entre équipes. Une fois qu'on a ces équipes-là, on parle ensuite, en revenant vers la gauche, de l'organisation du travail, de macro-tâches qu'on peut envisager au niveau programme. Donc ça, c'est le backlog du programme, puis on va les décliner petit à petit dans des backlogs plus adressables par des équipes, plus activables, et qu'on est capable de lire, comprendre et réellement développer, quelque chose de plus concret. Il y a cet affinage. Du coup. Et ensuite, il y a les aspects, en revenant encore, il y a les aspects tempo, qui sont essentiels dans l'agilité. C'est un peu la mesure qu'on va battre, on va faire des incréments,
Il y a plusieurs noms de méthodologie, mais l'important c'est que tous ces développements-là, on les a spécifiés, affinés, on va maintenant les cadencer. Ce cadencement qu'on a au niveau des équipes, on le retrouve au niveau de l'ensemble d'un train safe, donc c'est l'ensemble de nos équipes, où tous les 5 incréments, on a vraiment des grands messes, on réunit tout le monde pour se redonner de la vision sur l'ensemble du système. C'est ces grands messes-là sur lesquels, dans le deuxième contexte, on n'a pas pu faire la croix, puisqu'on a ce besoin de maintien en cohérence des différentes équipes. Donc ça, c'est pour cette deuxième organisation. On a nos systèmes architectes qui sont dans une équipe transverse. Certains d'entre eux sont plus ou moins proches de certaines équipes, mais on pourra y revenir. Premier cas de figure, l'aspect apport de l'architecte au cadrage, encore une fois. On est reparti sur une représentation de safe, où finalement l'un des rôles de l'architecte, c'est de cadrer suffisamment pour pouvoir apporter du travail, quelque chose d'activable en développement. On parle de solution intent. Ce terme, il est assez sympathique parce qu'effectivement, tout ce qu'on a, c'est une intention qui a été définie, dont on a trouvé les contours en agrémentant les besoins métiers, les objectifs moyens, long terme, le contexte actuel aussi. Et là, on a pu formuler cette intention, mais entre le moment où on la formule, le moment où on la décline en macro-tâches, qu'on la réduit, qu'on l'égrène et qu'elle est développée, il peut se passer tout un tas de choses. Et ce qui est très important, en fait, ici pour nous, c'est que, ok, on a cette cascade, hein, avec une intention première, générale, qu'on va amener en développement, mais surtout, une fois qu'on bat la mesure, qu'on a le tempo, que cette intention commence à partir en production, à être réellement délivrée, on a un retour des équipes. Quels aspects étaient facilement activables, quels aspects ont posé problème? Ce retour-là, il permet de raffiner tout simplement l'intention globale et de permettre que, à la prochaine mesure, finalement, on aura des éléments qui auront pu être affinés en centrale, on aura pu réviser un peu la trajectoire globale, l'intention globale, pour l'ajuster avec la capacité de l'organisation à la porter, et avec sa pertinence propre d'ailleurs. Ensuite, on a de l'aide à la décision et aussi de l'aide à l'évolution du système. On utilise dans ce programme-là ce qu'on appelle les ADR, pour Architecture Decision Record. Et on les conserve, c'est un de nos moyens de documenter le système qu'on est en train de construire. C'est une pratique qui est assez courante maintenant sur les matrices technologiques de Softworks. Elle est classée dans les pratiques à adopter, donc ce sont en général des technologies ou des techniques qui ont un gain quasiment avéré dans la plupart des cas. Et elle a ce classement depuis 2017, donc c'est déjà quelque chose sur lequel on a un peu de recul. On met l'exemple aussi d'une de ces décisions. Donc on voit à gauche, on a tout un log qui va s'empiler, des décisions, on en fait continuellement, tout simplement parce qu'on n'arrive jamais à faire le cadrage zéro parfait, donc il y a de l'évolution par la suite. On est obligé d'empiler ces différentes évolutions. On le fait, nous, à différents niveaux, hein. Il y a des décisions qui sont très centrales sur notre programme, et d'autres qui sont plus locales, qui concernent peut-être qu'une équipe, voire même qu'un seul repo Git, qui serait peut-être un des composants d'une équipe. Le tout, j'ai dit Git, le tout est versionné et nous permet aussi de lui appliquer toutes les bonnes pratiques de code sur lesquelles on est très à l'aise pour collaborer, échanger et puis raffiner ce qu'on est en train de produire. Ça vaut pour le code, ça vaut aussi pour des décisions d'architecture. Là, on a un exemple d'une décision donc sur notre gauche. Le format est assez simple, on a un contexte, la décision en elle-même et les conséquences, au moins celles qu'on envisage au moment de faire le choix, au moment de prendre la décision. Donc elle est datée et elle a un statut tout simplement parce que si j'empile des décisions dans le log, peut-être qu'elles seront indépendantes, mais peut-être aussi que je vais changer d'avis, qu'on sera amené à amender des décisions précédemment actées. Dans le corps, une chose essentielle, c'est le contexte. Le contexte, c'est ce qui me permet d'expliquer pourquoi on a pris la décision, et c'est aussi ce qui permet aux futurs arrivants
de la remettre en question de manière éclairée. En ce sens-là, ce log a un petit peu l'effet d'une suite de tests unitaires, si on est au niveau du développement, c'est-à-dire que ça va nous décomplexer, ça va supprimer la peur du changement qu'on pourrait avoir. Un système qu'on ne comprend pas, on ne va pas oser le changer. Cette problématique-là, qu'on peut avoir à un niveau fin, niveau test unitaire, un composant unitaire, mais en fait, on peut avoir la même peur et les mêmes frictions qui seront engendrées à un niveau un peu plus large, qui est celui de l'architecture globale. Donc, en loguant ces décisions-là, en loguant leur contexte, en ayant conscience de leurs conséquences, on permet par la suite de les remettre en cause et on aide le système à continuer dans son évolution en évitant la friction. En complément de ces records-là, qui sont assez fins, on maintient aussi une documentation programme globale. Elle est aussi sous Git, parce qu'on est toujours friand de ses capacités à collaborer. On est très très bien outillé pour le code en fait, et on a tendance un petit peu à réutiliser cet outillage qui est très performant et très maîtrisé sur d'autres contextes que le code, en partie tout ce qui concernera la connaissance de notre système. Donc on a cette documentation elle, qui est centrale, sous forme de Markdown, et elle est un moyen pour nous de permettre à tout le système de rester en cohérence. D'une part, il y a des parties qui vont concerner tout le monde. Ça reprend un peu la hiérarchie des ADR qu'on a présentée précédemment. Il y a des parties qui vont concerner tout le monde. C'est la signature de l'ensemble de l'organisation. Et il y a d'autres parties qui vont concerner qu'une équipe, qu'un composant, que des portions. Ça, c'est essentiel, parce que si on essaye de tout le temps tout documenter en centrale, c'est dur, ça fait peur de prendre un choix pour tout le monde, pour les autres. Donc vraisemblablement, ça va être un frein. On a vu que c'était plutôt un frein à la documentation. On ne veut pas ce frein-là, on veut commencer par conserver la connaissance, par la partager, la voir aux yeux de tous, et ensuite, finalement, savoir ce qu'on garde en commun ou ce qu'on garde en spécifique. Ça peut être un raffinement, une sorte de refactoring qui aurait lieu dans un second temps. Donc très rapidement, en résumé, on avait beaucoup d'activités proches, hein. On a des points communs sur ces deux retours, et on a aussi certains facteurs différenciants. Les activités, c'est notre petite pâquerette qu'on a balayée, que sont donc la mise en cohérence, l'aide à la décision, l'aide au cadrage, l'expertise ponctuelle, et le suivi et la contribution au dynamisme, à l'évolution du système. En revanche, on les a fait avec des moyens très différents dans les deux organisations. La première, donc notre Digital Factory, avec des équipes relativement indépendantes, n'avait que 4 architectes finalement pour 200 personnes, là où, dans le contexte SAFe, on a eu besoin de 6 architectes. Et on avait 6 personnes avec ce rôle de système architecte, système engineer, pour seulement 130 personnes. Ensuite, il y a les échanges, le mode d'échange entre les individus, avec le rôle d'architecture et l'ensemble des équipes. Là où ils étaient assez bien ritualisés dans un premier temps, finalement, on avait peut-être moins d'échanges très ritualisés du côté SAFe. On a plus eu le parti pris d'aller fondre des architectes dans les équipes. Donc, en fait, on a une probabilité de présence qui va un peu varier. Peut-être qu'à un incrément, en tant qu'architecte, je vais vraiment m'occuper plutôt de ce périmètre-ci. Peut-être qu'à l'autre, ça va changer. Peut-être qu'à ce moment-là, mon collègue prend davantage de recul. Et enfin, il y a la documentation qui représente un petit peu cette comment dire, indépendance entre équipes sur la partie de droite, alors que sur la partie SAFe, on était sur une documentation qui était là hiérarchique. Donc on avait déjà on a conservé ce lien-là organisationnel jusqu'au bout. Et pour finir, on va balayer 3 apprentissages qu'on a pu faire du coup avec ces 2 retours d'expérience et puis quelques conversations qui ont pu en suivre. Le premier apprentissage, c'est sur le besoin de l'individu identifié en tant qu'architecte référent. Si on reprenait l'image du jardin initialement, une plante a besoin d'aucun jardinier pour pousser, elle se débrouille très bien toute seule. Et on retrouve un petit peu cet aspect-là, c'est-à-dire qu'en petite équipe, le besoin est questionnable. On n'a pas de problème
pour communiquer. On a 5 personnes ici qui communiqueront très bien entre elles. Elles vont quasiment avoir conscience de tout le monde à chaque instant. En revanche, c'est une fois qu'on passe à l'échelle, une fois qu'on va multiplier ces individus-là, ces contributeurs à un tout, et bien finalement, entre équipes, on ne va plus être en capacité d'avoir en tête tout le monde tout le temps. Ça devient une charge mentale assez conséquente, assez énorme, et on peut imaginer le gâchis. Si j'ai besoin, plus j'ai de monde, plus j'ai de charge mentale qui est prise uniquement à gérer la connaissance, le contexte des autres, les relations, et finalement, je suis dispo pour travailler que 50% du temps. Cette situation qui irait en se dégradant, en augmentant le nombre d'individus, finalement, elle passe mal à l'échelle. On passe mal à l'échelle. Donc, entre équipes, on est amené à structurer un peu nos échanges, on est amené presque à développer des interfaces. Donc ici, on voit que les recouvrements sur les équipes, ils ne sont pas complets. On ne peut plus parler avec tout le monde, mais ils sont designés. C'est presque une ingénierie. Certains parleront d'interface entre équipes. Mais alors, à ce moment-là, finalement, avoir un peu d'interface avec un grand nombre d'équipes, ça devient une spécialisation en soi, ça devient une spécialité. Et c'est là qu'il nous semble que le rôle d'architecte, avec un contexte global, en tant qu'interlocuteur clairement identifié, pour que tout le monde puisse venir s'y référer, plutôt que d'aller balayer 200 personnes, là, ce rôle-là, le faire porter sur des individus identifiés, devient pour nous très important. Deuxième apprentissage, c'est que l'agilité peut entrer en conflit avec certains types d'organisations qu'on pourrait dire classiques. Là, on donne par exemple l'exemple qu'on connaît bien, je pense, de la cellule d'architecture isolée, qui finalement ne va que livrer le grand manuel de l'architecture une fois par an, pour la blague. Et donc cette livraison-là, ce manuel-là, cette instruction, va être reçue par un ensemble de gens qui vont avoir beaucoup de questions sur qu'est-ce qu'on en fait concrètement. Et bien souvent, la première de ces questions, c'est comment on va contourner tous ces ennuis, puisqu'ils seront très probablement mal compris. Le problème avec cet isolement, donc le fait de ne pas permettre, que l'organisation ne permette pas à l'architecte d'aller plus près du terrain, d'aider à intégrer des décisions qui ont pu être faites en centrale, et puis surtout de se rendre compte de qu'est-ce qui bloque le plus, quel est le plus gros frein, comment on peut faire mieux pour la version 43. Cette organisation-là qui isole, elle ne joue pas vraiment avec l'architecture. Mais c'est pas tellement un problème d'architecture en soi, c'est que c'est une organisation qui, de toute façon, comme elle n'aide pas à décliner le besoin, à le rendre activable, c'est pas une organisation qui aurait un impact dans l'absolu. Elle va produire des choses, mais ces choses-là ont moins de chances de finir en production, là où on doit apporter la valeur. Et enfin, notre troisième apprentissage, c'est qu'on peut avoir une certaine frustration qui est due à un jeu un peu asymétrique qu'on a. D'une part, en bas, on a bien des différentes équipes qui, pareil, battent leur mesure. Dans les deux organisations agiles, elles ont leur tempo, elles battent la mesure, et régulièrement, on est alimenté de retours sur ce qui s'est bien passé, ce qui s'est moins bien passé, où il peut y avoir des frictions. Donc là, on est très agile, on a un peu l'impression d'un petit bateau avec un gouvernail qu'on peut changer un peu comme on veut, et qui nous amène de l'information, qui nous amène une idée, une intention de changement de direction régulière. Et ça, on en est très friand, c'est un réel gain dans notre travail au quotidien, ce retour régulier. En revanche, si on a ce pied-là dans l'agile, au moment de revenir sur des principes centraux, c'est pas la même chose. Là, à ce moment-là, quand il s'agit de finir la boucle, de faire le retour et d'aller proposer des évolutions à l'ensemble du système, on a plus l'impression d'avoir en face un gros paquebot. Donc si on décide de le faire tourner, c'est bien, mais on ne peut pas changer de direction toutes les 2 semaines. Ça reviendrait à l'envoyer d'une manière hasardeuse dans un espèce de gros cône. Et là, il peut y avoir de la frustration. C'est-à-dire que si d'une part, on profite de l'agilité pour gagner en connaissances régulières, on ne peut pas
imaginez la rediffuser avec autant de rapidité, avec la même cadence sur tout un système. Et donc voilà pour notre première présentation à la DocConf 2021. Je vous remercie beaucoup et je crois qu'on peut passer par la suite à des questions. Merci beaucoup.